Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de trafic de sang avec Bloody Mafia, truculent polar signé Sébastien Passy. Vous saurez également tout sur le nouveau documentaire de Pierre Villemain qui s'est intéressé aux hommes de sa génération. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, l'événement de la semaine, c'est bien sûr l'ouverture de Maison LR à Metz, hôtel entièrement conçu par Philippe Starck. Sans plus attendre, je vous propose une belle visite des lieux, de bas en haut, un voyage 4 étoiles, pour le moins mystérieux. Bienvenue. What is a bus? What is a boîte à malice? What is a bus? What is a boîte à malice? Ah, salut Clément, t'es arrivé? Je suis toujours impressionnée là quand on se retrouve au pied de cette maison LR. En fait, c'est la première création hôtelière intégrale en Europe, designée donc par Philippe Starck. 104 chambres, 2 restaurants, une superbe terrasse panoramique. Cette maison LR, enfin, elle a ouvert ses portes. Et pour expliquer cette création, Philippe Starck, eh bien, il donne toutes les explications dans ce conte pataphysique, la vie minutieuse de Manfred Heller. On y apprend que Manfred Heller vivait dans une maison bourgeoise, avenue Foch. Et puis du jour au lendemain, la terre s'est mise à trembler. Et sa maison, son jardin, tout le mobilier, il s'est retrouvé comme ça, complètement projeté dans les airs. Et puis voilà, à vivre une drôle d'aventure. C'est expliqué aussi parce qu'il y a un drôle de petit personnage qui va arriver. You, mais bon, ça je t'en dirai plus tout à l'heure. Et en tout cas, ce que je te propose aujourd'hui, bien, c'est d'aller en faire une petite visite parce qu'on l'attendait quand même, cette ouverture, avec impatience. Et viens, on y va. Alors on arrive et tout de suite, le mystère commence parce que regarde, sur les portes, on découvre des symboles ici qui correspondent à un alphabet. L'alphabet de Manfred Heller qu'on va retrouver là. Et donc voilà, il y a déjà un premier mystère, ne serait-ce qu'en entrant. Waouh, c'est magnifique. Regarde, il y a même des symboles au sol. Et je vois qu'il y a Jenny Pham, la directrice générale des lieux, qui est juste là, alors je la rejoins. Bonjour Jenny. Bonjour Alicia. Merci beaucoup Bienvenue. de m'accueillir, merci infiniment. Alors là, voilà, dès qu'on rentre, tout de suite, on est ébloui, on peut le dire. On l'attendait avec impatience, cet hôtel. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la dimension toujours culturelle dans la boîte à malice. Et je le disais en préambule, tout part de ce conte, La vie minutieuse de Manfred Heller. Donc en fait, cet hôtel, il a été créé par Manfred, une espèce de personnalité facétieuse, un inventeur dont on va retrouver ici justement toutes les créations. Toutes les folies, on peut le dire. Ouais. Manfred, donc c'est vrai que c'est un inventeur, c'est un médecin. Il a vécu l'occupation allemande. Ouais. Il passe son temps à créer parce qu'il s'ennuie très vite. D'accord. Donc il a rencontré son meilleur ami, New, qui est arrivé de l'ascenseur après un tremblement de terre. C'est ça. Il a son ami qui vient de l'autre bout de la terre, Oui, finalement. la maison était de l'autre côté de la terre. Exactement. Et puis hop, elle s'est retrouvée ici. Voilà, et donc tu as un chemin qui s'est créé C'est ça. entre la mer, le rocher que ce bâtiment représente. Et donc il a dû inventer des objets, notamment ces bottes que tu vois, aller les bien voir. sûr. Donc il a essayé d'aller visiter le territoire de son ami New. Et donc il s'est dit c'est à l'autre bout du globe. Oui. Et donc il va essayer d'y aller en utilisant des sous-marins. Donc D'accord. il a essayé de nager, d'aller explorer les fonds. Finalement il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu, que ça ne marchait pas. Donc il a utilisé plutôt les airs avec cet avion. Voilà, un qui est là. Incroyable. Alors ici, on est dans un des premiers restaurants de cette De maison l'établissement, LR, tout de à fait. l'établissement, qui est entièrement dédié à Rose. Oui,
tout à fait. Rose, une femme dont il est Exactement. amoureux, on ne Oui. sait pas si elle existe, si elle est réelle ou pas, mais tout a Elle été conçu existe, autour d'elle. oui, oui, tout à fait. Donc Rose, c'est son amoureuse, on dit un peu cachée, parce qu'en fait, il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Oui. Donc il met dans son laboratoire des touches de rose, en se disant que peut-être, quand elle passera, Rose, elle se dira, bah, c'est pour moi, C'est pour tous moi. les éléments sont roses ici. Donc voilà, ça veut dire quelque chose, et il y a peut-être une petite déclaration d'amour cachée derrière Oui, tout ça. c'est ça. Ici, c'est la première offre gustative. On va pouvoir prendre son petit déjeuner, on va pouvoir Oui, boire un verre c'est et ça. également Déjeuner, au temps de dîner, midi, dîner. tout à fait. Ce lieu, il sera ouvert de 6h30 jusqu'à 22h le soir. D'accord. Donc on peut y prendre le petit déjeuner, donc pour les clients de l'hôtel qui logent ou pour les personnes de l'extérieur. On peut se poser là simplement pour un café ou pour profiter du petit déjeuner buffet. Ce lieu, c'est vraiment un lieu de remue-ménage, comme Oui. le dit Philippe Starck. Donc on est sans cesse appelé à la réflexion dans cet hôtel. Donc les symboles que tu vois sur le tapis, l'alphabet qu'il a créé dans les chambres, avec une symbolique que chacun peut interpréter comme il le veut. Une expérience aussi à part entière que de prendre cet ascenseur. Tout à fait. Le digne qui est dans le livre Oui. arrive aussi ici. C'est- Et donc on peut être transporté dans les étages. C'est le digne qui annonce l'arrivée de New. Exactement. Donc son ami. Donc là aussi une expérience à part entière quand on est dans cet ascenseur avec tous ces miroirs. C'était, je pense, un des plus beaux ascenseurs de Metz. Ouais. En tout cas, pareil, on est toujours dans ce côté réflexion, ce côté beau et dans le sens du détail. Donc effectivement, même dans l'ascenseur, on voit de très belles choses. Voilà, donc on arrive dans un étage de chambre. Donc on a 7 étages qui se ressemblent tous. Donc dans ce couloir, on voit que la lumière est choisie, que c'est comme un cocon, c'est assez Tamisé. lumière tamisée, exactement. Avec les inventions de Exactement. Manfred qui sont partout. C'est des photos du CNRS, en fait, et en effet qui représentent les potentielles inventions de Manfred. Donc on y retrouve notamment ici une visière protectrice contre les blessures oculaires. Bon, c'est pas tellement pratique à porter, mais Elles auraient pu exister, elles n'ont pas été développées en masse parce que on s'imagine bien que peut-être que c'était pas très très pratique. oui, c'est ça. Comment on pourrait définir peut-être l'esthétique ici de cette maison Heller avec ce mélange de bois, de béton C'est la patte de Philippe Starck. Il aime beaucoup les matériaux très bruts, très nobles, et surtout il n'aime pas retravailler les matériaux. Donc on est resté dans un béton brut qui se mélange très bien à la couleur du bois, qui se mélange très bien au cuir, qui est à l'intérieur de la chambre, à toute la céramique qui a été aussi faite maison pour l'établissement. Donc c'est vrai que c'est tout un mélange avec un cachet et des matériaux de belle qualité. Donc ça c'est une chambre standard, une guest room. On est surpris en arrivant par avoir un lieu au milieu de la pièce. Oui. Qui finalement nous permet de nous réveiller avec l'extérieur en fait. Philippe Starck souhaite vraiment que le visiteur il puisse être réveillé en douceur par la lumière du jour. Ensuite, on va dévoiler avec cette paroi coulissante le dressing. Et donc ce fameux alphabet avec les lettres, les symboles, donc chaque symbole a sa lettre. Et on a pu s'amuser comme cela à aller mettre des messages un peu cachés à nos futurs clients, voilà, notamment ici. Vous avez un message caché, je ne vous le décrypterai pas. D'accord, Faudra donc il venir va pour falloir. le décrypter. Exactement, C'est ça. je te laisse. C'est pour les nuits où on s'ennuie, Par exemple. si on est tout seul. On découvre là. Alors je ne sais pas si c'est Manfred justement, peut-être qui est ici. C'est une représentation effectivement de Manfred, tu as l'œil. On a des visages, des portraits de lui un peu dispersés partout dans l'hôtel. Et effectivement, chaque détail a été pensé et éveille ta curiosité. Oui. Voilà. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? C'est une représentation. Exactement. Et sur le bureau aussi, là, on a des traces. Exactement. Alors là aussi, des choses sont écrites. Des Et là, messages des toujours, messages, voilà, donc ouais, les ouais. symboles qui révéleront un Donc, il va message. falloir s'armer de patience pour Il va pouvoir. falloir loger ici, il va falloir loger ici. décrypter. Tu ouvres le dressing et tu pourras décrypter les messages cachés de Manfred. Extra. Waouh, génial. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau.
On se trouve au 9e étage, c'est un petit peu le 7e ciel ici. Hein. Tout à fait. Lumière exceptionnelle avec des vitraux magnifiques qui sont signés de la fille de Tout à fait, Ara Stark. Voilà, c'est ça. Elle a contribué au projet avec ses magnifiques vitraux. Donc elle a collaboré avec les ateliers Salmon pour créer ces beaux vitraux que tu vois ici. Et alors ici, c'est l'endroit où on va pouvoir boire un verre, aller se restaurer, se poser, C'est ça. à tout moment, toute heure de la journée. Tout à fait. Dès le matin à partir de 7h, tu vas pouvoir te poser ici, un journal, un café. Ouais. On se lève avec la lumière. Hein. Exactement. Là, il est à peu près 11h du matin, oui, donc c'est ça. C'est génial. Et ce lieu, il se veut vraiment un peu un cocon, un lieu un peu caché, un lieu très paisible. Et après, il va évoluer en fonction de la journée avec... à partir de 18h, after work, un petit peu plus de musique, de la mixologie qui va aller accompagner les plats qu'on va proposer. Là aussi, on retrouve les touches de Manfred, photos de famille. Il y a un côté aussi parfois cabinet de curiosité, notamment dans la salle de restauration qui est là-bas. Tu as bien vu les petits détails, rien ne t'a échappé. Donc effectivement, on est dans la maison de Manfred Heller, donc c'est sa maison de famille. Tu te rappelles, il y a eu ce tremblement de terre qui a élevé cette maison à 9 étages du sol. Et en fait, cette maison, il l'avait héritée de ses parents. Donc c'est des souvenirs de famille, c'est des éléments attachants qu'il a gardés au fur et à mesure des années, qui sont retrouvés sur les consoles comme chez nos grands-parents, avec des objets assez curieux. Et même la vaisselle, alors là si par exemple je prends une petite soucoupe qui se trouve ici, elle est signée Manfred. Exactement, c'était la vaisselle de sa grand-mère. Donc c'est vrai que c'est des éléments que l'on a voulu colorer aussi, on a voulu les conserver et servir tous les plats dans cette vaisselle personnalisée. Donc on va pouvoir vraiment venir avec réservation parce que je pense qu'il va y avoir un petit engouement pour ce beau lieu. Mais autrement, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de loger ici pour profiter des espaces de restauration et de boissons. Boire un petit cocktail. Alors d'ailleurs, en parlant de cocktail, il porte les noms assez originaux des inventions de Manfred. Hein. Donc c'est vrai que Manfred était un laborantin. Donc on s'est amusé à aller recréer les cocktails qu'il a créés lui d'époque. Et donc on va aller faire évoluer notre carte au fur et à mesure des idées de nos chefs barman bien sûr. Et puis des saisons avec des accords assez osés, je dirais. Oui. Puisque un de nos cocktails, pour te donner un petit peu envie, on a mixé de la cerise avec de la truffe. Ah, pas mal. Bon, ben voilà qui donne envie. Je crois qu'on mesure la chance qu'on a d'avoir un tel lieu ici, de jouir d'un tel lieu ici à Metz. Merci beaucoup pour la visite. Puis je propose avec Clément, on va aller boire un petit verre sur la terrasse là-bas, parce que là plaisir. Aussi c'est un petit peu ensoleillé. Un des plus bels endroits. Waouh! Alors là, on peut le dire vraiment, c'est la plus belle terrasse de la ville de Metz. Bon Clément, je te propose qu'on aille s'installer ici. Regarde, il y a une vue qui est absolument sublime. On a la cathédrale, le centre Pompidou, là-bas l'église Sainte-Thérèse. On va pouvoir profiter de tout ça. Je vais poser mes petites affaires là. Et puis, tu peux me rejoindre. On est bien là. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à se marrer avec Thaïs qui se produira au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Thaïs qui, dans son one-woman show Hymne à la joie, fume des clopes malgré son asthme, enchaîne les gueules de bois pilule du lendemain et plus encore pour dresser le portrait d'une jeune femme de sa génération. Est-ce qu'on a utilisé une capote? Et lui, il te répond, mais détendu comme jamais. T'inquiète pas, au début, oui. À mon avis, dans pas très longtemps, mais vraiment pas très longtemps. On aura sur nos portables des applications de livraison de mecs à domicile en 30 minutes max. Tu sais, Foodora, Deliveroo, tout ça. Ça s'appellera évidemment Uber Beat. Thaïs sera sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains samedi 26 avril. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire une pause gourmande en amont du spectacle dans un des restaurants du site.
Et intéressons-nous maintenant au nouveau documentaire du Messin Pierre Villemain, Sait-on jamais où vont les hommes, pour lequel il a suivi des hommes entre 55 et 65 ans réunis autour du photographe Patrick Kuhn. Des hommes de sa génération qui se racontent, parlent de leurs histoires d'amour, mais aussi de genre, d'homosexualité et dévoilent ainsi leur perception du monde. Une projection privée du documentaire a été organisée et bien sûr, je m'y suis glissée. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui m'intéressait de montrer dans ce film, c'est comment les hommes peuvent avoir une certaine nuance, une certaine douceur, une certaine façon de voir l'autre, femme ou transgenre. Et ça m'intéressait de le montrer à travers le regard de ces hommes qui sont comme une extension de moi-même finalement, parce que je les ai choisis, c'est aussi des amis de Patrick, mais je les ai aussi choisis, et à travers ça, je fais le portrait en creux de ma personne. Basilic sacré, c'est extrêmement pimenté. Ce qui est apparu, c'est qu'il manquait un regard féminin dans ce film. Donc j'ai convoqué une assemblée de femmes que je connaissais de près ou de loin, et je les ai rassemblées pour venir regarder le film, une première étape de montage, et je leur ai demandé de réagir à chaud après la projection. Et à partir de là, j'ai obtenu des réactions très pertinentes, donc un regard sur ces hommes. Elles ont fait le miroir. Elles ont renvoyé une image de ce qu'elles ont vu. Et elles ont trouvé des choses, elles ont vu des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y a une ambiance hyper chaleureuse qui se dégage, et je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, évidemment que ça vient des gens, ils sont là, mais il y a quelque chose de chaleureux. Et on oublie le propos. Moi, j'ai oublié le propos amour. En fait, c'est pas, peu importe. C'est plutôt des gens qui discutent ensemble, qui rigolent. C'est comme disait Sandrine dans le reportage. Moi, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Ils ont quand même un côté hyper beau, quoi. Un côté qu'on aimerait bien voir souvent chez les hommes, mais c'est pas toujours le cas. Et en même temps, ils sont hyper sincères. Ça, je crois que ils jouent pas, quoi. Voilà. Et même dans leur maladresse. Je voulais faire émerger une sorte de typologie masculine qui a été révélée par cette assemblée de femmes, c'est-à-dire qu'il y a une pudeur beaucoup plus grande chez les hommes et une libération de la parole beaucoup plus grande chez les femmes, et c'est ce qu'elles ont mis en évidence tout de suite. C'est une belle expérience, une belle aventure, puis j'aime bien le retour des femmes après. J'aime vraiment bien le retour, c'est comme une espèce de bilan, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve ça vachement beau de voir que des hommes peuvent faire la bouffe ensemble, parler, rigoler, raconter des histoires de vie aussi qui sont parfois plus touchantes les unes que les autres. Quand je regarde ce film qui est monté, qui est construit maintenant, je me dis, bon, il y a de l'humanité quand même. Et où vont les hommes? Je sais pas, moi, où est le matos? Comment vous, en tant que femme, vous avez perçu tous ces mecs qui parlent d'eux, qui parlent d'histoires d'amour? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Et j'aime ça. Ils vont toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'ils vont dans leur tête chercher comment ils auraient pu faire. Comment ils auraient pu faire pour corriger ou arranger telle ou telle chose, et ils arrivent à le formuler, c'est déjà pas si mal. Et notez que vous pourrez découvrir Sait-on jamais où vont les hommes de Pierre Villemain le 24 avril à 20h à la galerie Octave Cobel à Metz. L'entrée est libre et la projection sera suivie d'un débat et d'un verre de l'amitié. N'hésitez pas d'ailleurs à vous enquérir de la programmation de cette belle galerie qui organise régulièrement des événements, rencontres autour de ces expositions. Et tournons maintenant les pages d'un polar que vous n'allez pas quitter des mains, Bloody Mafia. On le doit à l'écrivain Sébastien Passy que j'ai retrouvé à Clouange chez Nathalie de ma petite librairie Rencontre.
Sébastien Passy, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve ici à ma petite librairie, à Clouange, chez Nathalie d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup Nathalie. Pour son accueil. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es écrivain, tu as publié une superbe trilogie de la Fondation, il y a quelque temps déjà. Oui. Et aujourd'hui, changement de registre en quelque sorte avec Bloody Mafia, tout à fait, paru aux éditions Territoire Témoin. Alors là, on est vraiment dans le polar noir, mais vraiment noir de chez noir, avec une ambiance hyper dark. Tu nous parles de mafia albanaise, tu nous parles de trafic de sang, tu nous parles de chantage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous plonger dans cet univers? Est-ce qu'il y a eu un point de départ, une histoire? Elle est née comment finalement cette histoire? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Alicia, mais dans le 3e tome déjà de la trilogie, c'était une ambiance un peu plus noire, un petit peu plus sombre, où les personnages avaient une psychologie un petit peu plus tourmentée. Oui. Et j'avais envie d'approfondir un petit peu ce terrain-là, en fait. Et alors, je ne sais plus du tout comment m'est venue l'idée de Bloody Mafia. Alors, comme je le dis souvent, c'est sûrement en promenant le chien. J'ai dû entendre un podcast ou j'ai dû entendre une émission où on parlait de pénurie de sang, et ça m'a fait tilt et puis ça a débouché sur cette histoire. Mais ensuite, l'histoire n'est pas venue tout de suite d'un coup, les choses se sont ramifiées. Tu sais que j'ai une gestation qui est lente. Oui. Et voilà, j'ai voulu après développer une histoire avec des personnages plus complexes, plus riches, sur une temporalité plus resserrée. Hein. Toi, comment tu le résumes, ce livre, rapidement, en 2 phrases? Alors c'est dur, hein, c'est dur de résumer. C'est pour ça que je te laisse le... Ouais, merci Alicia. C'est dur parce qu'il y a plusieurs histoires dans ce polar. Il y a l'intrigue policière, effectivement, où il est question de sang rare et de la mafia albanaise qui est en quête de ce sang pour un pays qui est extrêmement corrompu, où on a besoin d'un sang qu'une personne sur 1 million a. Bon, donc ça, il y a cette intrigue-là, et puis évidemment les ramifications, puisque comme tu l'as dit, il y a une question de chantage. Le chantage a quand même un lien aussi avec des relations très personnelles, très intimes avec les personnages, qui risquent d'être dévoilées au grand jour et de faire un scandale d'État. Et puis en même temps, Nicolas Sévrac, le policier, qui est extrêmement déprimé, et on comprend vite pourquoi il est déprimé, et on suit finalement chez sa psy les différentes séances qui lui permettent d'aller mieux en exprimant le mal profond qui le ronge, et un peu à la manière d'une série, on passe d'un épisode à l'autre assez régulièrement. Oui, j'allais le dire d'ailleurs, c'est très imagé quand on le lit. Moi j'étais vraiment embarquée, il y a des séquences extrêmement violentes, d'ailleurs aux limites on a envie de refermer le bouquin. Est-ce que tu l'imagines toi justement comme un tableau, comme un film quand tu l'écris ton livre? Oui, moi j'imagine vraiment comme un film en fait, et ce que me disent les lecteurs, c'est qu'ils ont l'impression de voir le film se dérouler, où on me demande souvent est-ce qu'il y aura une adaptation en film, en série. Alors si quelqu'un l'entend, si un producteur entend, pourquoi pas, ça serait très très grand plaisir, et je pense que ça ferait un très très bon scénario d'un film. Ce personnage, alors un des personnages principaux, Mirjan Oksa, une brute épaisse du livre, comment est-ce qu'il est né? C'est un personnage vraiment extrêmement violent, extrêmement rêche. C'est un personnage qui est absolument odieux, c'est-à-dire qu'il tue comme il respire, il n'a pas peur de aucun scrupule, la moindre contrariété peut aboutir à un coup de pistolet. Ce qui peut même poser des problèmes pour son camp. Ce qui pose des problèmes pour son camp, ce qui en pose d'ailleurs dans le livre. Hein. Je pense qu'au moment du recrutement, on n'imaginait pas qu'il était si violent que ça. Et en même temps, effectivement, pour un auteur, c'est tellement jouissif de pouvoir imaginer, construire un personnage avec cette violence-là. C'est une forme d'exutoire, je dirais. Mais j'ai voulu lui donner une pointe d'humanité, et on comprend à la fin que c'est pas que cette brute épaisse, comme tu le dis, il a aussi quand même un cœur qui bat. Encore qui bat un tout petit peu, hein, je veux dire, il a quand même une once d'humanité. Enfin, je veux dire que même dans les monstres les plus terribles, ça reste des humains avec leurs failles également. Oui. Je parlais tout à l'heure donc de trafic de sang, c'est ce qui va animer le livre. Tu vas nous embarquer au cœur de l'EFS. L'établissement français du sang. Exactement, avec ce trafic de sang rare. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible aujourd'hui? Chaque année,
on relance les journalistes pour inviter la population à aller donner son sang. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu te sens vraiment concerné et c'est la raison pour laquelle aussi tu l'évoques dans le livre? Oui, alors je me sens concerné, oui, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Effectivement, je trouve que l'idée du don bénévole du sang pour aider les autres est magnifique. Malheureusement, je suis hypocondriaque au dernier degré et j'ai essayé plusieurs fois de le donner. Ça se termine en catastrophe avec évanouissement, pied en l'air, tête en bas. Et donc je me suis dit que ma façon de contribuer aussi, c'était de reverser une partie des droits à l'établissement français du sang, parce que malheureusement je n'arrive pas à le donner, mais je pense que c'est une cause qui est importante. Et effectivement, les réserves de sang, on a l'impression qu'on est tranquille de ce point de vue-là, mais tout un chacun peut en avoir besoin, et les réserves de sang ne sont pas non plus pléthoriques. En achetant le livre, on fait une pierre deux coups, finalement. Exactement. On passe un super bon moment, et en plus, on reverse un peu d'argent à l'EFS. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce livre, c'est tes petits clins d'œil musicaux. D'ailleurs, dans la trilogie de la Fondation, la musique était présente, on était sur des enquêtes un petit peu musicales, autour de Mozart et plus encore. Et puis là, tu n'as pas pu t'empêcher à y rajouter une touche de musique. On sait d'ailleurs que tu es musicien, compositeur pour orchestre à plectre. Super, voilà. Ça. Et donc, chaque chapitre porte une petite phrase issue de chansons. Alors ça va de « Tu ne te réveilles pas comme d'habitude ». Alors c'est daté, on voit quel âge je peux avoir, c'est sûr. Là c'est plutôt simple. Bon là c'est le dessert par exemple que sert l'abominable homme des neiges, là on le reconnaît un peu, ainsi soit-il. Donc c'est important pour toi d'y glisser ces petits clins d'œil musicaux? J'aime toujours avoir ce petit rapport sympa avec le lecteur, en fait. Et comme le titre initial du livre n'était pas celui-là, c'était un titre aussi d'une chanson. D'accord. Voilà, j'avais commencé cette espèce de playlist. Et finalement, j'ai conservé, bien qu'on ait changé le titre initialement prévu, parce que en même temps, ça donne un petit côté décalé entre la noirceur, l'horreur de certaines situations. Ça fait passer la pilule. Et ça peut faire passer la pilule. Et puis voilà, c'est ce petit clin d'œil avec le lecteur qui est très sympa, parce que chaque titre a quand même un lien avec le contenu du chapitre. Oui. D'ailleurs, est-ce que toi, quand tu écris, tu as besoin de musique? Alors pas du tout. Moi, j'ai besoin de silence. D'accord. Je suis trop attaché à la musique. Mon oreille ne peut pas à la fois être concentrée sur le fait d'écrire et écouter la musique. Non, c'est impossible. Et comme j'écris la nuit principalement, la maisonnée est endormie. Voilà, la ville s'est calmée. Donc j'écris vraiment dans le calme. Tu es dans ta bulle. Dans ma bulle, complètement. Autre personnage aussi qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de Nicolas Séverac, qui est donc le policier qui sort d'une dépression, qui a un peu coupé les ponts avec sa femme, avec laquelle d'ailleurs il collabore. Tu vas fouiller vraiment chaque caractère, chaque personnage, et puis nous maintenir aussi en haleine. Oui, c'est-à-dire que Nicolas Séverac est dans une profonde dépression parce qu'il a travaillé dans un service de pédocriminalité et ça a fait remonter en lui, après quelques années dans ce service, des traumas intimes profondément enfouis. Et c'est vrai que ça a conduit à une dépression profonde, à une séparation d'avec sa femme. Et pour cette enquête, pour la première fois, il est obligé de collaborer avec elle. Donc c'est aussi cette relation qui doit se renouer professionnellement, à voir comment elle se renoue aussi sur le plan intime. Ils ont une fille en commun, Marie, qui est une jeune adolescente, qui a une quatorzaine d'années. Donc voilà, c'est comment cette famille se reconstruit ou pas grâce à l'enquête qui se déroule dans des milieux très hostiles et hyper violents. Mais c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur, la pédocriminalité. Voilà, je pense que c'est important je voulais vraiment montrer comment un adulte était aussi extrêmement atteint par des choses qu'il a vécues dans son enfance extrêmement violentes, et comment il peut réussir à se reconstruire. Voilà. Alors, les téléspectateurs peuvent se mettre sous la dent. Bloody Mafia, paru aux éditions Territoire Témoin. Il y a tout, voilà, du suspense, histoire d'amour, de famille, enquête, tout y est. C'est un vrai petit bonheur à lire. Merci beaucoup. Merci Alicia, merci à toi. Et puis on se retrouve pour le prochain. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Si je devais imaginer le film réalisé par un réalisateur et que j'avais le choix de ce réalisateur, j'appellerais tout de suite, bien que je n'ai pas son numéro de téléphone, j'appellerais Quentin Tarantino, c'est sûr.
Sébastien Passy qui sera présent au Livre à Metz du 4 au 6 avril. Vous pourrez donc échanger avec lui à cette occasion et vous procurer Bloody Mafia. Et c'est d'ailleurs au Livre à Metz que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale. D'ici là, prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.